Voilà, donc on va parcourir la physique du foot ensemble avec John. C'est évidemment pas le seul regard qu'on peut avoir sur le foot. D'accord, on peut avoir un regard évidemment de sportif, banquier. On peut avoir quoi? Artiste. Et celui qu'on vous propose ce soir, c'est celui de physicien. C'est-à-dire qu'on va essayer de vous montrer qu'il peut y avoir des choses, de jolies manips à faire autour du foot. En tout cas, on va essayer. Alors pourquoi on a fait ça? Donc les motivations sont diverses, John parlera des siennes après. Moi, il y en a essentiellement deux. L'une, c'est une façon de partager, c'est-à-dire le foot, on le voit autour de nous, et donc s'y intéresser, c'est une façon de tisser des liens, de montrer aux gens qu'est-ce que c'est un regard de physicien, un peu le but de ce soir. Un second, donc par exemple, ça m'a permis de discuter de foot avec ma grand-mère. Je n'avais jamais discuté enfin, j'avais souvent discuté de foot, mais jamais de physique. Donc là, faire la physique du foot, ça a été une façon de discuter de la physique avec ma grand-mère. Et puis il y avait les voisins. Et puis il y en a une autre qui est beaucoup plus actuelle, c'est que depuis, disons, quelques mois, j'ai un ado à la maison. Et ça va papa? Alors ça au début ça fait peur. Ma femme croit qu'elle est enrouée depuis 6 mois. Et on est d'accord sur rien. Il y a eu 2 traces, hein. Il y a eu la voix et puis le fait qu'il nous a mis Marseille comme ça sur la porte du garage tagué en graffiti. Donc là, moi j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et on est évidemment d'accord sur rien, sauf sur le foot. Donc ça m'a poussé à continuer cette étude-là. Voilà, là, avant de commencer les choses un tout petit peu plus sérieuses, je voulais vraiment remercier John d'avoir fait équipe. Donc on fait équipe sur ce sujet depuis plus d'1 an maintenant. Et puis il a fait énormément d'efforts pour parler français. Vous verrez, vous le comprendrez bien mieux que moi. Et donc un grand merci, un grand chapeau à lui pour tous ses efforts. Allez, c'est parti. Bonsoir, je voudrais premièrement m'excuser pour mon français horrible. Mes parents auraient honte de m'écouter torturer votre langue. Les Canadiens sont très sensibles à ne pas être confondus avec les Américains, surtout ceux qui s'appellent Bush, comme moi. Oui, le bon, c'est que je ne suis pas un Bush américain. En fait, je suis Canadien, c'est le bon. Le mauvais, c'est que je suis moitié irlandais. Alors, je ne veux pas vous donner une conférence sur la moralité du football, mais je voudrais seulement dire que la main de Dieu, c'est parfois juste, parfois injuste. À vous. Donc la première, oui, on a une expérience, non? Ah oui, c'est ça. Sur l'âge du foot, je vous ai partagé en fait les sports de balle. Donc une façon de voir qu'on les a partagés sur tous les continents, c'est de regarder un tout petit peu ce qui s'est passé dans l'histoire. Donc on trouve des traces de sports de balle donc en Chine en moins 5000 avant Jésus-Christ, donc le Tsushu. On en trouve, donc ça c'était pour l'Asie, on en trouve en Afrique avec un ballon qui a été retrouvé dans une tombe égyptienne datée à moins 3000 avant Jésus-Christ. On en trouve aux Amériques avec le jeu de Pok-Tok chez les Mayas, donc entre Mexique et Belize, en moins 3000 avant Jésus-Christ. Et puis l'Episkiros en Grèce aux alentours des moins 1000. Donc ces sports sont évidemment très anciens, comme toutes les choses simples. Je pense que une façon de se divertir, c'est de taper dans un ballon, et puis on peut faire des ballons avec des chaussettes, avec ce qu'on veut, et puis le jeu commence. Il y a un monsieur que je voulais associer à cette soirée. Qui perce, Serge Sijovski, et c'est Bamana qui marque à la 3e minute. Racing 1, Monaco 0. Évidemment, les Monégasques sont un peu déçus. Cependant, les caméramens des actualités françaises découvraient, spectateurs parmi les 35 000 spectateurs, Albert Camus, prix Nobel 1957. Et les malheurs du goal du Racing allaient trouver chez Albert Camus l'indulgence d'un confrère. Dites-moi, le goal du Racing n'a pas l'air dans une excellente forme. Oh, il ne faut pas l'accabler, c'est quand on est au milieu des bois qu'on s'aperçoit que c'est difficile. Voilà, et donc ce qu'on va lui prendre, c'est, il disait, donc, après cette interview, j'ai appris que le ballon n'arrive jamais par où on croit qu'il va arriver. Et donc après, il faisait un petit peu de philosophie, et on ne va pas le suivre spécialement là-dessus. Cela m'a beaucoup aidé dans la vie, surtout dans les grandes villes,
où les gens ne sont en général pas ce qu'on peut appeler droits. Alors ça, je ne sais pas trop. Nous, on va s'intéresser à la trajectoire de la balle et essayer de comprendre quand est-ce qu'elle est droite et quand est-ce qu'elle ne l'est pas. Donc ça va être ça notre premier but, si on peut dire. Donc ici, un ballon, et on va voir que si jamais je le lance vite, il va droit. Si jamais on le lance pas vite, il n'est pas droit. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Donc en fait, ce qu'on voit dans ces cas-là, c'est que si jamais on le lance vite ou pas vite, en fait, il ne fallait pas être d'accord avec moi. C'est-à-dire que dans chaque cas, on va observer une trajectoire en parabole et la taille de la parabole, c'est-à-dire l'endroit où il va falloir aller chercher le ballon quand il sera revenu, elle va varier, donc cette taille-là, en U2 sur G. Donc, ça veut dire que si jamais je le lance 2 fois plus vite, U c'est la vitesse à laquelle je le lance, le U0, il va aller 4 fois plus loin. D'accord? Et puis G c'est la gravité. Donc la longueur variera toujours en U carré sur G, puis une fonction de l'angle qu'on va oublier puisqu'elle n'est pas très rigolote. Alors maintenant, regardez comment on peut comprendre l'expérience qu'on vient juste de faire. Si jamais la taille de la salle est petite devant la taille du retour, c'est-à-dire si jamais le L qu'on a calculé est très grand devant la taille de la salle, vous voyez que dans la salle, on va voir juste un morceau de droite, c'est-à-dire on va voir quelque chose de tout droit. Oui, donc si jamais la taille de la salle est grande, c'est-à-dire si jamais le U2 en particulier est grand, si je lance mon ballon rapidement, à ce moment-là, la longueur va être plus grande que la taille de la salle, et dans la salle, je ne vais voir qu'un morceau de droite. D'accord ? Si jamais, au contraire, la taille de la salle, donc, qui est maintenant devenue bleue, est bien plus grande que la taille de retour, eh bien, vous allez voir toute la parabole. Oui? Donc, en fait, ce qu'on fait en faisant ça, c'est-à-dire on change la vitesse, on change le L, et ça nous permet de voir soit un trait droit, le cas rouge, soit l'ensemble de la trajectoire, le cas bleu. Alors, ce qu'on va essayer, dans un premier temps, de vous montrer, c'est que ces deux régimes, on va les retrouver au foot. Alors là, je vous montre un cas rouge, c'est-à-dire un cas où la vitesse va être très importante et on va voir comme morceau de toute la parabole. Là, il faudrait éteindre, s'il vous plaît. It's David Bentley, his cross. Iducci Kikuchi cleared well. And Stephen Reed hits a thunderbolt for Blackburn Rovers. Oh, what a fabulous strike that is. Stephen Reed runs onto the loose ball and nearly burst the back of the net. The sweetest of goal you'll see. Voilà, donc évidemment, quand on veut des frappes de mammouth, on va aller chercher dans le championnat anglais. Donc là, celui-là, c'est un des records, c'est-à-dire c'est 189 km/h. Donc je vous ai dit que... Voilà, je vous ai dit qu'on allait plus... En fait, il va le faire plusieurs fois et à la fin, je serai au top. Et ça, c'était... Déjà là, je vous montre le cas bleu, c'est-à-dire où la vitesse est réduite, où on devrait observer toute la trajectoire, toute la parabole. Donc ça, on va le chercher sur un lobe ou sur une touche. Voilà, quand ils marquent comme ça, c'est qu'ils ont marqué. On va le voir plusieurs fois dans le... Donc, qu'est-ce qu'on va en déduire? Regardez, ça, c'est assez intéressant parce qu'avec presque rien, on est capable de trouver une vitesse caractéristique qui va séparer le régime des lobes et des touches de la grosse frappe. Alors, comment on fait ça? De la façon suivante. Si jamais, donc on a compris que la longueur à laquelle il faut aller chercher le ballon va varier en U carré sur G. Si jamais la taille du terrain est grande devant cette longueur, on a dit on est dans un régime où on va voir toute la parabole, c'est-à-dire on sera dans un régime de lobe ou de touche. Maintenant, si jamais la taille auquel il faut aller le chercher est bien plus grande que la taille du terrain, on sera dans un régime de grosse frappe. D'accord? Donc la transition entre ces deux régimes, c'est lorsque la longueur à laquelle il va falloir aller le chercher sera exactement égale à la longueur du terrain. Et donc, comme on sait que L, c'est U carré sur G, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire que U carré sur G est égal à la longueur du terrain. Et ça va nous dire qu'il y a une vitesse, U0, qui est une sorte de vitesse intrinsèque au football, au-dessus de laquelle on sera dans un régime de grosse frappe où on ne verra que des traits droits sur le terrain, et en dessous de laquelle on ne verra que des paraboles. Donc cette vitesse caractéristique, qu'est-ce que c'est? C'est racine de GL. G, c'est 10, la longueur du terrain, c'est 100. Vous faites 10 fois 100, ça fait 1000. En racine, ça fait 30. Donc la vitesse magique, la vitesse caractéristique du football, c'est 30 mètres par seconde. En dessous de cette vitesse-là, vous observez des paraboles. Au-dessus, vous observez des trajectoires rectilignes. Voilà. Et donc ça va vous définir le régime des grosses frappes et le régime des... Qui c'est qui a suivi alors? D'accord, tout ça pour ça, quoi. Ok.
Donc la gravité, on va la trouver au foot et elle va jouer un rôle important. Mais ce n'est pas le seul ingrédient. Quand le ballon se déplace, il se déplace dans l'air et l'air va être en compétition avec la gravité pour savoir qui des deux va avoir le plus d'effet sur la balle. Allez. Alors, premier régime, pas beaucoup d'air, la gravité gagne. D'accord ? Deuxième régime, beaucoup d'air. Là, c'est la soufflerie qui gagne. Et puis, ils arrivent à un équilibre où la soufflerie compense la gravité. Là, hop. Là, hop. Et là, je fais la passe à John pour les effets sur l'aérodynamique. Comme ce ballon flottant ressent une force aérodynamique, c'est la même pour un ballon de football en volant. Ça souffre une force qui s'appelle la traînée. C'est proportionnel aux densités de l'air, ρ, le carré de la vitesse U et le carré du rayon. Alors, c'est la même force qu'on ressent quand on met la main en dehors de la voiture. Et la question, c'est quand est-ce que c'est important? C'est important dans le sport, avec comparaison avec gravité. On peut le mesurer avec ça, coefficient de performance balistique, le PB. Ça donne l'importance relative du poids du ballon et cette force aérodynamique. Alors, on peut le mesurer pour plusieurs sports et on peut voir ce numéro. Évidemment, ça dépend sur le carré de vitesse. Alors, ça change dans un sport. Par exemple, quand c'est grand, l'air n'est pas important. Et le ballon, c'est comme c'est dans une vide. Alors, c'est approximativement ce qui se passe dans le basket et le squash. Mais pour le football, c'est vers 1. Et alors, les effets de l'air ont fait une grande différence pour le foot. Ici, on peut voir une longue course. Ça va dans le vide, ce serait 100 mètres. À cause de l'air, ce ne sera que 67. Attends, juste une remarque, John. Oui. Sur ces histoires de traîner, est-ce qu'on peut revenir juste un instant sur le... Voilà, quand on a dit le ρ U2A2, la densité de l'air, c'est 1, d'accord, 1 kg par mètre cube. Le U, on vous a dit, dans le régime des grosses frappes, c'est 30 mètres par seconde. Donc U2, ça va être à peu près 1000, d'accord. Et A, le rayon d'un ballon de foot, c'est 10 cm. Donc quand vous allez faire A2, ça va vous faire 10 moins 2. 10 moins 2 fois 1000, ça fait 10. Et fois ρ 1, vous allez trouver 10 newtons, d'accord. Donc la force qui va s'exercer sur votre ballon, c'est la même qui s'exerce sur 1 kg. D'accord ? Vous avez 1 kg de force qui s'exerce dans le régime des grosses frappes. Et donc là, on se dit que l'approximation que l'on a faite tout à l'heure en nous disant qu'il n'y avait que la gravité, il va falloir y revenir dessus. Donc ça, c'est pour ça que John, il vous dit que là, dans le régime de grosses frappes, on va avoir quelque chose où on va tomber ici à 0,5. Ça sera le régime des grosses frappes. Et puis on pourra aller à 2 dans le régime des touches. C'est-à-dire on va avoir en jouant sur la vitesse au foot, on va pouvoir passer d'un régime où on est piloté par la gravité à un régime où on sera piloté par les effets aérodynamiques. Excusez-moi. Non, merci. Démo. Yes, this one. Ceci. This one? Oui. Yeah. Donc là, on vous prend, pour vous montrer ces effets, cette compétition entre gravité et effet aéro, on prend 2 balles, donc une balle de squash et une balle de ping-pong. La propriété de ces 2 balles, c'est qu'elles sont lisses. Elles ont la même taille, donc je vais les lancer à la même vitesse. La seule différence entre les deux, c'est qu'elles n'ont pas la même densité. D'accord ? Il y en a une qui est plus dense que l'autre. Alors regardez. Normalement, si ce que John a dit est vrai, la plus dense ne devrait pas sentir, ou en tout cas, elle devrait sentir l'aérodynamique, les forces aéro plus tard. D'accord ? Donc je les prends, je les lance. Alors, c'est laquelle la plus dense ? D'accord, tout à l'heure, il y en avait 4 qui suivaient, maintenant, il y en a 2.
Je recommence. Attention, on va relever les copies. La noire? Ouais, super. Les deux autres se sont réveillés. Merci. Ok. Et comme un objet volant expérience une traînée en arrêtant l'air, il peut générer une force propulsive en éjectant la fluide. C'est comme ça qu'une fusée se propulse en éjectant son combustible en arrière. Oui, en fait, vous avez compris que le début, il fallait qu'on se chauffe, il fallait qu'on prenne des manips qui marchent tout le temps. Donc voilà, celle que vous avez déjà vue plein de fois. Ça, on n'a pas vraiment l'impression qu'il se propulse. Hein. Heureusement que j'ai dit qu'il fallait qu'elle marche tout le temps. Don't panic. Diable. Ok, propulsion. Et de la même façon, beaucoup d'animaux qui volent, rament ou nagent se propulsent en éjectant le fluide. Comme on peut voir ici, dis donc une gérisse. Démo. Ah, alors celle-là, elle est très bon, importante. ceci. Donc là, il faut être très attentif. Même ceux qui dorment depuis le début, là, réveillez-vous. Parce qu'en fait, quand on parle de l'aérodynamique, on est en train de parler des mouvements que le ballon crée dans l'air. Et le point, c'est que les mouvements dans l'air, on ne les voit pas. Donc on a du mal à les comprendre. Donc ce qu'on a essayé de faire ici, c'est de vous montrer le genre de mouvement que crée un objet sphérique quand il se déplace dans un fluide. D'accord ? Donc ce qu'on a fait ici, c'est qu'on a mis des bulles d'air dans un liquide. Donc les bulles vont monter. Et dans ce fluide, qui est essentiellement de l'eau, on a mis des petites paillettes qui sont des écailles de poisson qui vont nous permettre de révéler les mouvements qu'il y a dans l'eau une fois que la bulle passe. D'accord ? Et ensuite, on essaiera de vous vendre que le même type de mouvements sont générés dans l'air lorsque le ballon se propage. D'accord ? Donc, on ne vous le vend pas cher. Donc. Vous êtes prêts ? Alors, on y va. Donc là, c'est très mauvais. Il faut faire beaucoup mieux que ça. C'était beaucoup mieux tout à l'heure. Il faut être plein écran. C'est pas bon, ça. Super. C'est beaucoup mieux. Très bien. Donc là, il y a des bulles. Vous êtes censé voir des vortex et des bulles qui zigzaguent. D'accord ? Il y a des structures qui sont laissées à l'arrière des bulles. C'est des vortex. Et ce qu'il faudrait voir, c'est que lorsque la bulle met un vortex à gauche, elle part à droite. En fait, ça, c'est la façon que la bulle a d'éjecter du fluide. Tout à l'heure, le ballon, il éjectait du fluide en se dégonflant. Là, les bulles, elles éjectent du fluide en générant des vortex. D'accord ? Et quand elles en envoient un à gauche, elles partent à droite. Et quand elles en envoient un à droite, elles partent à gauche. Est-ce que vous les avez vus, ces vortex ? Encore, il y en a deux qui l'ont vu devant. Là. Super, merci. Encore une fois. Hop. Alors vous voyez que ces vortex sur la grosse, ils n'ont aucun effet. D'accord ? La grosse, bouh, elle trace. D'accord ? C'est rare qu'un poids lourd, ils se mettent à faire ça sur l'autoroute. Mais par contre, les petites, les gens qui avaient 2 chevaux, par exemple, ils sentaient que les effets du vent, ça pouvait avoir un effet. Bon, ben là, on a essayé de vous les illustrer. C'est la seule fois où vous les verrez, en fait. Parce qu'après, tout ce qu'on va faire, même les manips qu'on fera dans l'eau, vous ne les verrez pas. D'accord ? Mais par contre, ce qu'on va discuter et leur influence sur les ballons, on va les attribuer à ces vortex-là. Donc c'est important de les avoir vus au moins une fois. Ok. C'est bon ? Une démo en plus. Ventilateur. Donc là, on avait des objets qui étaient très peu denses, qui étaient des bulles. Et tout à l'heure, lorsque je vous ai fait l'expérience avec la balle de polystyrène dans la soufflerie, ce que vous avez vu, c'est qu'à un moment donné, elle atteignait une position d'équilibre, mais vous n'avez pas forcément vu des oscillations. D'accord ? C'est-à-dire elles étaient un petit peu trop denses. C'est-à-dire si jamais je veux les voir, c'est-à-dire si jamais je veux passer du poids lourd à la 2 chevaux, il va falloir que je prenne des objets peu denses. C'est-à-dire si jamais je veux voir l'influence de ces vortex sur le mouvement. Alors, un objet peu dense, c'est ces ballons d'hélium. Je les ai attachés parce qu'évidemment, ils n'ont qu'une envie, c'est d'aller se coller au plafond. Donc, je vais vous les montrer l'influence des vortex sur ce ballon en essayant de le relâcher. Captain Haddock. Vous le voyez qui zigzague en montant ? Oui ? Donc ça, c'est
Je vais essayer de vous vendre que c'est une partie vortex, je n'en suis pas vraiment sûr en fait. Mais... Une autre façon, là, j'en suis vraiment sûr, c'est une autre façon où les vortex, on va les voir, ils vont avoir une grosse influence sur le mouvement du ballon, c'est ici. Donc là, vous voyez que cette balle, elle est beaucoup plus perturbée que notre objet plus dense de tout à l'heure. Donc ces vortex qui vont aussi exister quand le ballon de foot va se propager, vont influencer sa trajectoire. Ils vont avoir tendance à le faire dévier de sa trajectoire moyenne qui serait, si jamais il n'y avait pas d'air, uniquement en fonction de son inertie initiale et de la gravité. OK? Alors, comme ces boules sont influencées par l'écoulement qu'ils génèrent, c'est la même chose pour un football, mais on ne peut pas avoir les écoulements. Si on pouvait le voir, on verrait ça. Ça, c'est d'une, comment dit-on? Soufflerie. Ce qu'on voit, c'est que l'écoulement en arrière, c'est très compliqué, c'est en fait turbulent. Alors, il y a des vortex éjectés tout azimut d'une manière chaotique. Alors, le ballon bouge comme ça. Mais c'est seulement si on peut le frapper sans rotation. Et c'est très difficile à faire, en fait. Mais si on peut le faire, le ballon, de nouveau, va bouger comme ça, erratiquement. Il faut rester là-dessus, s'il vous plaît. Vas-y, refais-le parce qu'ils ne l'ont pas vu. Ils n'ont vu que ta tête, là. Ah. Voilà. Il faut rester sur la présentation. Super. Oui. Quand ça éjecte une vortex, ça bouge un peu, et dans l'autre direction, comme ça. Alors, ça vole comme ça, c'est très difficile à juger pour les goals, par exemple. Mm-hmm. Alors, comme les Esquimaux ont 1000 mots pour la neige et la glace, les Brésiliens ont une lexique dédiée aux coups francs. Le plus difficile à frapper, c'est le premier ici. Il a le meilleur nom, en fait, le Pombo-Saint-Asa. C'est le colombe sans ailes. Et de nouveau, il faut le frapper sans rotation et le ballon fait comme ça. C'est très difficile à faire. Il y a seulement plusieurs joueurs qui peuvent le faire consistamment. Voyons. Voilà, super pour la lumière. Merci. Ronaldo, that's better. Oh, that's a whole lot better. It's an absolute belter. And it's 2-0 Manchester United. Et on peut voir le ballon bouge. Il n'y a pas de rotation, alors c'est... Unstoppable. It moves. We're right behind that. It moves left to right and back again. No wonder Naomi doesn't know which way it's going. Absolutely stunning. And no matter about the movement, it's the pace at which it comes in. Là, le ballon Tout le monde, c'est très difficile à juger pour les goals, hein, parce que normalement, quand on frappe le football, on applique un peu de rotation. Alors, ça expérience une force qui s'appelle la force de Magnus. On peut le comprendre comme ça. Si on frappe le ballon avec le slice. Aidez-moi. Est-ce que si tu le coupes, c'est ça? Oui, avec le coupé, alors l'écoulement est dirigé en bas. Il y a une force à cause de ça, comme ça. De la direction opposée, vers le haut. Et si on le frappe avec lift, c'est le contraire. L'écoulement est dirigé en haut et il y a une force comme ça. Et avec ça, on peut comprendre tous les autres types de coups francs et beaucoup de choses qu'on voit dans le foot. Voilà. Alors, rouleau de Magnus, vous allez voir, c'est un jouet préhistorique. Je vous le montre d'abord dans la version lift. D'accord? C'est-à-dire que je vais faire tourner avec ce système. Donc ça, c'est un rouleau de sopalin équipé de 2 masses qui sont censées le stabiliser quand il va se mettre à tourner. Je le fais tourner dans ce sens et je vais le propulser par là. Donc si jamais, en le faisant tourner comme ça, quand il se propulse, il va chasser de l'air vers le haut, il va récupérer une force vers le bas. Donc il devrait avoir une trajectoire plus courbée vers le bas que si jamais il ne tournait pas. Vous êtes prêts?
Concentrez-vous, hein. Ça va aller vite. Là. Hop. Vous l'avez vu? Vous ne l'avez pas vu, mais non, mais c'est normal parce que vous êtes en face. Il faut se mettre là. Voilà. Ça, c'était la version lift. Oui? Maintenant, je vous montre la version coupée. C'est-à-dire, on va le faire tourner dans l'autre sens. Et normalement, il devrait avoir une trajectoire moins courbée. Donc, il devrait propulser de l'air vers le bas et récupérer une force vers le haut qui va s'opposer à la gravité et qui devrait lui faire aller plus loin. Ça, je répète plusieurs fois pour qu'on soit bien d'accord. Et puis que j'ai le temps surtout d'enrouler mon... Il ne faut pas que je me trompe de sens non plus. La vérité, c'est qu'elle n'a jamais marché, cette expérience. Ça, c'est une première. Donc là, je vais le lancer comme ça. D'accord? Donc il va tourner dans ce sens-là, propulser de l'air vers le bas, récupérer une force de portance vers le haut. Vous êtes prêts? Vous aussi? Attention. J'ai l'œil. Elle n'a jamais aussi bien marché. OK. Je voudrais brièvement faire mention des autres applications du effet Magnus. Il y a des bateaux qui ont, au lieu d'une voile, on a eu les cylindres rotatifs. Et peut-être plus surprenant pour moi, il y a les avions Magnus. Leur succès est un peu plus discutable. Un nouveau graffiti sur le mur. Évidemment, seulement un de ces avions a réussi à voler une fois et il avait du problème avec l'atterrissage, alors on ne les voit pas. Mais de nouveau, avec cet effet Magnus, on peut comprendre beaucoup de choses qu'on voit dans le foot. Par exemple, ceci. Il le frappe avec coupé et on peut voir que le ballon grimpe un peu. Au moins, ça tombe moins. Het is een kanonskogel waar geen antwoord op bestaat. Dat is goed gemikt. Dat is precies raak. Dat is 0-1. Mais on peut voir la rotation comme ça, alors l'effet Magnus le fait grimper. Magnus dans l'eau. Ah, Magnus dans l'eau. Guillaume. Oui, parce que ce qu'on vous a dit tout à l'heure, c'est que les forces aérodynamiques, elles étaient proportionnelles à la densité. D'accord? C'est-à-dire que plus l'objet était dense, plus elles arrivaient à résister à la gravité. Donc ça veut dire que si jamais on veut les voir, il faut soit prendre un objet très dense par rapport au milieu. Qu'est-ce que je raconte? Si jamais on veut les voir, il faut faire un objet peu dense par rapport au milieu, c'est-à-dire un objet peu dense par rapport à l'air, ou au contraire, avec les objets usuels, les mettre dans un milieu très dense, et auquel cas, ces effets aérodynamiques vont se faire sentir très tôt. Donc, comme on n'a pas la place dans notre laboratoire d'étudier les coups francs de Roberto Carlos sur un terrain de foot, on a changé la densité du milieu, c'est-à-dire au lieu de les regarder dans l'air, on les regarde dans l'eau. Et ça nous a permis de réduire énormément la taille de l'expérience, c'est-à-dire de réduire notre terrain de foot à ce bassin, en fait. Et donc, notre Roberto Carlos à nous, c'est Guillaume Dupeux, qui est venu étudier ce coup franc de Roberto Carlos avec Anne Le Goff et puis David Quéré. Guillaume a travaillé avec nous tout l'été dernier, à peu près. Le micro ne marche pas, d'après moi. Allô? Non. Voilà, c'est super. Bon. Et donc, ce qu'on va vous montrer, c'est un coup franc de Roberto Carlos dans l'eau. Donc, je te laisse décrire la manip, et si jamais tu as besoin de moi, je suis à côté. Voilà, donc mon ballon, c'est une petite balle de plastique qui a à peu près la densité de l'eau, dont le diamètre est marqué au milieu. Ça va permettre de le voir sur la vidéo, de voir la balle tourner. Alors, pour tirer mon coup franc, j'ai ça. C'est une fronde qui va permettre de tirer la balle à peu près à 30 mètres par seconde, donc 100 km/h. Donc voilà la démonstration. Alors normalement, j'ai toujours le cadre, hein, mais faites attention. Voilà. Enfin, il a toujours le cadre, mais nous on se recule en général quand même. Pour l'enregistrement, c'est bon ou pas? Oui, c'est bon. D'accord.
Donc là, je vous demande 30 secondes pour voir si le film est bon. En fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais pour faire tourner, parce que normalement une fronde, ça lance des objets sans les faire tourner. Donc Guillaume, il a trouvé une technique assez astucieuse pour faire tourner sa balle, c'est qu'il tend les brins de façon inégale. C'est-à-dire initialement, je ne sais pas si vous avez payé attention à ça, c'est-à-dire qu'il n'a pas lancé comme ça, il a tourné les brins de façon à ce qu'il y en ait un qui soit plus tendu que l'autre, et celui qui est plus tendu fait tourner la balle dans ce sens-là. Donc c'est comme ça qu'il contrôle la rotation du ballon. Et donc voilà ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous voyez le diamètre de la balle. Il faut qui éteindre tourne. la lumière, c'est dommage, il y a la lumière qui empêche de voir la balle tourner. Elle est très jolie ta séquence. Revenez. Est-ce qu'on peut éteindre les big spots là? Ils ne nous servent à rien là. C'est sous le petit boîtier. Non. Super. Merci beaucoup. Tu peux. Ah non, on enlève la lumière. Super. Là on voit la. Très jolie. On voit très bien tourner la balle là. Je pense que tu as marqué là. Hein. Super, merci beaucoup Guillaume. Elle tourne à quelle vitesse là Guillaume, la balle? Alors, En général, c'est aux alentours de 1000 radians oui, par seconde. 2000 radians par seconde, donc c'est... 1000 divisé par 2pi. Voilà, c'est... ça Donc fait ça 200 100 tours par seconde. Voilà, 100 tours seconde. Oui. 100 tours seconde. Ce qu'on n'a pas dit peut-être, c'est à quelle vitesse que tu avais filmé. Donc la séquence, elle a été enregistrée à... Donc par une caméra rapide qui permet d'avoir... Là, c'était 1000 images par seconde. D'accord? Donc voilà les échelles de temps.